Salut les Joy-Coders et bienvenue dans ce dernier cours de la série Python pour débutants. Donc dans ce cours-là, on va voir un truc un peu différent, cette fois-ci pour vous récompenser d'avoir bien travaillé sur les autres tutoriels. J'avais déjà fait pas mal d'applications Python basiques et donc là je vais vous montrer un truc un peu différent. On va faire une calculatrice ensemble, mais une calculatrice pas en ligne de commande, une calculatrice directement en interface graphique. C'est parti. Et je vous montre tout de suite à quoi ça va ressembler. Le résultat final, ça va être ça. On va être capable d'avoir une calculatrice qu'on peut redimensionner si l'on souhaite. Donc on n'est pas sur le truc le plus joli du monde, mais que c'est fonctionnel et qu'on peut utiliser et qui nous donne des résultats qui sont justes. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais avant ça, on va donc y aller étape par étape et on va commencer par regarder comment est-ce qu'on peut faire pour déjà ouvrir une fenêtre en Python, parce qu'on ne l'a jamais fait jusque-là. Donc c'est parti. Ce que vous avez à l'écran, du coup, ça va être le début du code de ce qu'on va utiliser pour créer une fenêtre. Donc on va y aller étape par étape. Ce code-là, avant de vous expliquer concrètement comment il est construit, je vais juste vous montrer ce qu'il fait. Voilà, ça ouvre tout simplement une fenêtre avec un Hello World en texte affiché et un bouton. Et à chaque fois que j'appuie sur le bon bouton, il va m'afficher ici le fait que j'ai appuyé sur le bouton. Et ensuite, j'ai plus qu'à fermer la fenêtre. Super simple, ok? Et donc ça, en fait, c'est très simple. Pour faire ça, on va utiliser psimple-GUI. Donc c'est une bibliothèque. Ça s'appelle library en anglais, mais du coup bibliothèque en français, il faut bien faire attention à la nuance. Qui va nous permettre de faire tout ça très facilement sans avoir à écrire des tonnes et des tonnes de lignes de code. Et donc, c'est l'occasion d'ailleurs de vous expliquer comment fonctionnent les imports. Donc quand je fais import psimple-GUI, finalement, en fait, c'est j'importe ce module-là. Mais ça, c'est pas un module de Python basique. Donc du coup, il va falloir l'installer. Pour l'installer, du coup, il faut avoir Python installé sur son poste, ou alors utiliser ripple.it au choix. Donc si vous n'avez pas Python installé sur le poste, je vous invite à aller voir le tutoriel qui va s'afficher à l'écran, et ensuite à revenir ici. Sinon, si vous préférez ne pas installer Python, vous pouvez utiliser ripple.it. Je vais vous mettre également le lien en description. Et je l'avais parlé dans tous les autres tutoriels. Ça ne marchera pas sur Online Python en revanche, parce que Online Python ne supporte pas les packages externes. Donc ça, c'est un package externe. Une fois que donc, du coup, vous avez ça, vous avez juste à faire pip install, donc si possible dans votre environnement virtuel. Là encore, plutôt sur les environnements virtuels là-haut. Pip install. Et là, vous tapez psimple-GUI. C'est tout. Il y a juste ça à faire. Donc là, moi, il me dit already satisfied parce que j'ai déjà installé. Mais sinon, voilà, pour installer ce package-là, vous avez juste ça à faire. Et ça va s'installer. Et ensuite, vous pourrez suivre le tuto. Alors maintenant, on va voir un peu en détail ce qu'on fait. Donc ce qui est important ici juste, c'est que je fais as sg pour juste ne pas avoir à réécrire à chaque fois psimple-GUI tout au long. Je vais juste appeler sg. Donc là, vous voyez, je fais sg.theme, sg.text, .button, etc. Si j'avais pas mis ça, j'aurais dû à chaque fois écrire psimple-GUI.r. On s'en sort pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun en Python. On le fait pour NumPy, on le fait pour plein d'autres bibliothèques, Pyplot notamment aussi. Ça permet de simplifier un peu les choses sur des bibliothèques très longues qu'on utilise régulièrement. Ensuite, donc, je fais juste un setTheme ici pour changer la couleur. Si je commente cette ligne, donc on met un JS devant pour commenter, et que je relance le main, j'ai juste un thème qui est différent. Voilà. Donc c'est pas obligatoire ici. Mais si je le remets, hop, on a notre thème qui est changé. Ensuite, le layout, c'est la partie intéressante. C'est là qu'on a les éléments de notre fenêtre. Donc vous voyez que c'est une double liste, c'est une liste de listes. Ce qui fait que le texte est au-dessus du bouton. Si je fais la même chose, mais que je mets tout dans la même liste ici, hop, et que je referme derrière, vous allez voir que voilà, le bouton se retrouve à côté du texte. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. Donc nous, on veut bien le texte au-dessus du bouton, donc on met comme ça sous forme de colonne et de ligne. C'est une manière de dire ligne et colonne dans le layout, c'est-à-dire la manière dont on agence la fenêtre, c'est l'agencement finalement. Donc on définit ce layout avec des éléments qui viennent de SimpleGUI, donc sg.text pour créer du texte,
et sg.button pour créer un bouton. Et ensuite, on met juste ce qu'on veut mettre dans le texte et ce qu'on veut mettre dans le bouton. Et c'est bien ce qu'on obtient derrière. Vous observez bien qu'on a Hello World et mon bouton, et j'ai pas sauvegardé. Et voilà. Donc on a toujours Hello World, mon bouton. Si je veux changer le texte, et que je veux dire bonjour, par exemple, à la place, j'ai juste à faire ça, et vous voyez, le texte a changé. Pareil pour mon bouton, si je veux juste l'appeler, je sais pas, valider, par exemple. Hop, je fais ça, et j'ai un bouton validé. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, en fait, donc ça c'est le layout, mais il faut bien créer une fenêtre avec le layout. Et donc pour créer une fenêtre, il suffit de faire window égale sg.window de fenêtre. Donc là j'ai mis un nom, mais je peux mettre autre chose. Donc vous allez voir que ça c'est le nom qu'on a en haut de la fenêtre. Alors là il s'affiche pas parce que je l'ai pas fait assez grande la fenêtre. Si je mets un long texte, on verra mieux. Hop là, voilà. Là on voit bien que elle s'appelle fenêtre. Et on voit bonjour, bonjour, bonjour tout du long. Donc je peux bien sûr changer ça, hein. Je peux l'appeler window si j'ai envie. Voilà, ça change juste le nom de la fenêtre. C'est quelque chose de simple. On va pas regarder aujourd'hui comment changer l'icône ici, mais on peut très bien le faire également. On va trouver ça dans la documentation de pSimpleGUI qui est disponible sur Internet. Je vous mettrai également le lien en bas dans la description. Et si vous êtes sur un IDE comme VS Code, là, comme moi aujourd'hui, il y a de très grandes chances qu'en faisant comme ça, vous voyez un peu comment est-ce qu'on peut rajouter ici. Donc ça s'appelle la favicon normalement. Alors c'est pas la favicon, c'est un autre nom, mais bref. Donc voilà, title bar icon, c'est celle-là. Et après, donc, il y a une explication de comment le mettre. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, parce que là, il faudrait charger une image, etc. J'ai pas envie de faire trop compliqué pour l'instant. Donc là, maintenant, on sait ouvrir une fenêtre. On sait rajouter un texte, le changer. On sait aussi changer le nom du bouton. Et on sait ouvrir une fenêtre. Alors après, il se passe des choses derrière, donc je vais pas parler de ça pour l'instant. Et on va essayer de voir juste ce qui se passe si je fais ça et que j'enlève tout ce qu'il y a derrière. Et là, il se passe rien. Problème. Donc, en fait, on en a besoin de tout ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle l'event loop. C'est ce qui permet de gérer, en fait, les événements qui vont se passer sur la fenêtre. Parce qu'en fait, si on met une fenêtre, avant tout, c'est pour que l'utilisateur interagisse avec. Et donc, à un moment, il faut quand même attendre les actions de l'utilisateur. Et bien, c'est exactement ça qu'on fait ici. Quand on fait while true, donc c'est-à-dire qu'on tourne en boucle à l'infini, on parle bien de à l'infini là. Donc c'est des choses qu'on doit faire que très rarement. D'ailleurs, les boucles d'événements pour des fenêtres ou des jeux vidéo, c'est à peu près le seul moment où on doit se permettre de faire un while true avec peut-être certaines sockets et encore. Ensuite, on lit les éléments de la window. Donc la window, c'est l'élément qu'on a créé tout à l'heure, c'est notre fenêtre qu'on a créé avec sg.window. Et je vais prendre window, je vais faire .read. Donc là, c'est une méthode. On n'en a pas encore parlé en détail, mais on peut faire ce genre de choses. Et ça nous retourne un événement et les valeurs. Ok? Donc à chaque événement, on va obtenir cette chose-là, et tant qu'il n'y a pas d'événement, ce truc-là ne va pas avancer en fait. Donc on va rester bloqué là. Ce qui va éviter qu'on tourne en boucle pour rien. Et ensuite, la seule chose que je fais ici, c'est que j'affiche l'élément, enfin l'événement, pardon, et les valeurs. Et après, si l'événement il vaut win closed, alors je break. On va voir ce qui se passe si je commente ces deux lignes-là. Là, donc la fenêtre s'est bien ouverte. Je peux cliquer sur valider, donc on voit bien que ça affiche valider. Alors ça c'est intéressant, donc ça veut dire que lorsque j'appuie sur le bouton valider, j'ai un événement qui vaut valider, donc entre guillemets, qui existe. Là, les valeurs, c'est le dictionnaire vide à chaque fois parce que j'ai pas de valeur. Donc je pourrais juste faire print event comme ça. Donc on va recommencer. Là vous voyez que si je fais valider, voilà, à chaque fois j'ai validé qui s'affiche, c'est vachement cool. Et si je change, alors là voilà, il a essayé de fermer la window, mais il me dit il y a un problème parce que j'ai rien pour fermer la window. Donc ça c'est un vrai problème. Donc là je suis obligé de tuer mon terminal et de relancer. Donc il faut bien mettre cet événement là ici, dire que si l'événement il vaut sg.winClosed, alors il faut break. Break pour sortir de la boucle. Et quand on sort de la boucle, qu'est-ce qui se passe? On va arriver au close. Et du coup quand on est au close, on ferme la window. C'est ça qu'on veut de la fenêtre. C'est pas ça que je veux lancer, c'est ceci.
Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, je suis pas dans le bon endroit. Comme j'ai dû tuer mon terminal, il va falloir que j'aille dans le bon endroit. Là, on est au cours 5. Si je réessaye, ça devrait mieux fonctionner. Donc là, on a réussi à faire ça. Et là, maintenant, si je clique sur fermer, ça ferme bien ou pas. Alors, je vais regarder du coup pourquoi ça ferme pas. Ah, bah oui. Voyons. Mais en fait, j'ai juste. Donc, ça, c'est les petites erreurs de débutant. Vous allez voir, vous allez en faire beaucoup des trucs comme ça. Moi, ça m'arrive encore maintenant, alors que ça fait plus de 10 ans que je programme. Mais là, j'ai encore oublié de sauvegarder mon fichier. Et donc, du coup, bah, quand je lance le script Python, là, comme je viens de le faire, en tapant Python, etc., bah, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais retourner. Donc, c'est flèche du haut quand vous êtes dans un terminal pour vous déplacer dans les commandes précédentes. Très pratique pour éviter de retaper à chaque fois la commande. Donc là, quand je fais Python et mon main pour lancer mon fichier là, qui est là, comme je ne l'ai pas sauvegardé, il prend en fait l'ancienne version. Donc là, je le sauvegarde et je relance. Voilà, là c'est bon. Et là, si je ferme, yes, c'est bon, ça passe. Ok, donc du coup, maintenant, on a une fenêtre qui se ferme bien. On sait comment afficher un événement. On sait que lorsqu'on a des boutons et qu'on clique dessus, ça fait des événements qui ont le nom du bouton. C'est pas mal. Et bien avec ça, on va faire une calculatrice. Vous êtes prêts? C'est parti. On va aller chercher du coup, donc j'ai un main un peu plus avancé dans lequel j'ai préparé une première version de calculatrice. Donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble déjà. Donc là c'est pas main basique, ça va être main V1. Et après on a un V2 à la fin, attention. Donc là on a une calculatrice un peu basique, on ne peut pas la redimensionner. Si je tape sur mon clavier, il ne se passe rien du tout, donc je ne peux pas utiliser mon clavier. Mais par contre, je peux taper ici, par exemple, 123 moins 3 égale, et il calcule bien 120. Donc c'est ça qu'on va apprendre à faire. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ah, saleté de Windows. Mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Donc ça vous voyez, c'est la même chose que ce qu'on a là. Alors ce que je vais faire du coup, c'est que lui, je vais l'ouvrir là. Comme ça, on va pouvoir travailler avec les deux en même temps. Ça va être vachement plus simple. Hop, donc là, on a bien notre thème et notre PSimple GUI, ça n'a pas changé. Par contre, j'ai changé le layout. Là, moi, j'avais juste un texte qui valait bonjour, bonjour, bonjour. Là, je vais avoir quelque chose de différent. Alors, la première chose que je mets en haut de la fenêtre, c'est donc ça. En fait, là où on va mettre le résultat et où on va afficher les nombres qu'on tape. Ok? Donc, ça, c'est un texte. Moi, je veux qu'il ait un background blanc, c'est-à-dire un fond blanc, pour qu'on on puisse bien le distinguer du reste de la fenêtre. Ça, c'est optionnel. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans. Donc, ça, c'est des couleurs web. Ça, c'est pour blanc. Si vous ne savez pas comment chercher les couleurs, tapez Color Picker sur Google, par exemple, et vous allez avoir toutes les couleurs que vous pourrez choisir ici. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on fait un texte qu'on met vide pour l'instant au début, parce qu'on veut qu'il n'y ait rien dedans. Je mets un background ici en blanc. Et alors après, là, il y a plein de choses compliquées. Donc avant de rentrer dans les trucs compliqués, on va juste mettre le début. Ça et background en blanc pour voir ce que ça donne. Et on va comprendre petit à petit ensuite à quoi sert le reste. Donc on enlève tout ça. Donc là, je mets juste du texte vide avec un background blanc. Très bien. Et je vais lancer mon main basique. Ah là, vous voyez, on le voit à peine en fait le texte, parce que comme il est vide, il n'a pas pris la largeur de la fenêtre. Donc ça c'est nul. Donc du coup, on veut qu'il soit grand de base. Donc c'est là qu'on va rajouter le size, ici, pour rendre notre zone de texte grande même si elle est vide. Je relance. Ah, ça y est, là j'ai une zone de texte. Maintenant, c'est un peu petit en taille de police. Donc on va aller chercher encore ici, on va aller chercher fonte. Donc on va mettre Cambria parce que c'est une police qui est très utilisée en maths. Et on va mettre 19 pour qu'elle soit grosse. Et on pourra même peut-être la mettre plus grosse encore. Donc là on a quelque chose de sympa. Ah, j'aime pas mal. On peut même mettre 20. Allez, mettons 25, soyons fous. Ouf. Et voilà, donc là on a quelque chose de très gros, vachement sympa. Bon, maintenant il faut rajouter tous les autres boutons. Alors là je vous avoue, j'ai un petit peu la flemme de le faire.
Donc, je vais copier-coller. Mais là, globalement, ce que je fais, c'est que je mets des lignes avec 7, 8, 9, divisé, 4, 5, 6, fois, etc. Et je mets tout ça juste en dessous, en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Là, il n'y a rien de très compliqué. Donc, je vais juste copier tout ça. Là, pour le effacer, j'ai juste mis une size différente pour bien que ils prennent deux lignes, vous allez voir. Enfin, deux colonnes, pardon. Donc là, on est vraiment sur un truc très simple. Je rajoute juste plein de boutons. Comme j'ai un petit peu la flemme de le faire à la main, on va les copier-coller. J'utilise volontairement pas trop les raccourcis clavier pour que vous puissiez suivre. Parce que sinon, ça, voilà, il y en aurait de partout. Donc là, j'y vais doucement, j'y vais à la souris pour que ça puisse être facilement suivi. Puis accessoirement, comme mon clavier est derrière mon micro, c'est plus pratique pour moi. Alors, là, on a quand même un problème, c'est que c'est très moche. Les boutons sont tout petits, on n'y voit rien, c'est affreux. Donc, c'est là qu'on a un petit trick qu'on va utiliser. C'est qu'en fait, on va donner une valeur par défaut au bouton. Une taille par défaut, pardon. C'est ça qu'on va mettre, et on va le mettre dans Windows, cette valeur-là. On va dire par défaut, tous les boutons que je crée dans la window devront avoir la taille 5.2. Donc ça, c'est tout des paramètres depuis SimpleG, oui. Alors, est-ce que ça a marché ce que j'ai fait? Mais pas vraiment. Alors, donc là, du coup, ils sont pas beaucoup plus grands. Donc c'est qu'il doit manquer des choses. Et en fait, ce qui manque, c'est le Auto Size Button, qui est à trou de base et qu'il faut mettre à false. Donc ça, vous pouvez pas le deviner. Pour ces trucs-là, il faut les regarder dans la documentation. Depuis SimpleG, oui, elle est disponible sur Internet et c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Ah! Là, on commence à avoir un truc sympa. Donc là, on se rend compte qu'en ayant mis Cambria 25 là, et je sais pas combien j'ai mis en largeur, c'est un peu trop large. Donc on peut changer. Alors on va peut-être pas mettre 15, on va peut-être mettre 14 en largeur et voir ce que ça donne. C'est un petit peu mieux, je pense qu'un 13 ça sera bien. Donc 13 c'est le nombre de colonnes et 1 c'est le nombre de lignes. XY toujours. Voilà, bon, c'est pas trop mal. Ça dépasse un peu, mais ça va le faire. On n'est pas non plus un truc parfait. Bon là, ça s'appelle toujours Windows, on va l'appeler calculatrice. Voilà, on relance. Super. Donc là, on a un truc qui s'appelle calculatrice avec des boutons et une zone blanche. Bon, c'est cool. Vous voyez, quand j'appuie sur les boutons, là, comme j'ai toujours mon print event, ça m'affiche bien le bouton sur lequel j'ai appuyé. C'est vachement cool. Mais du coup, avec ça, on peut peut-être faire des trucs. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on aimerait que quand j'appuie sur un bouton, il s'affiche là-haut, dans mon écran de calculatrice. C'est ce qu'on va faire. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut gérer l'event. Et alors, la seule différence, c'est qu'on veut que ce soit le cas, mais on ne veut pas que ce soit le cas quand il y a égal. Mais ça, on va le traiter après. Donc d'abord, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'à chaque événement, on fasse un update de cette valeur-là. Mais pour pouvoir aller mettre à jour cette valeur-là, il faut qu'elle ait une clé, il faut qu'on soit capable de la retrouver. Et c'est ce qu'on a fait ici. À la fin, on a un qui égale output. Donc on va prendre ça, on va le mettre là. Et maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir utiliser ma petite ligne que j'ai mise là. Oups là. Ceci. Et je vais vous expliquer ce que ça fait. Alors. Donc, juste après l'impression de l'événement, je vais écrire ça. Window de output. Donc en fait, comme j'ai rajouté, c'est comme un dictionnaire. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vu le dictionnaire avant. Comme j'ai appelé ce truc-là output, et bien en fait, je peux y accéder directement en utilisant la clé output ici. Window de output. Et ensuite, je fais update parce que je veux mettre à jour la valeur du texte. Et je vais lui donner la valeur du texte que je peux récupérer du coup avec window output.get, auquel je vais rajouter str de event. J'aurais pu rajouter juste event, mais donc là, c'est la valeur de l'événement, mais sous forme de chaîne de caractères. Ok? Et donc en fait, ce que ça fait juste, c'est que ça va rajouter à chaque fois à la fin de la zone de texte le truc sur lequel j'ai appuyé. Si je fais juste ça, on va regarder ce que ça donne. Donc normalement, j'appuie sur un bouton, je vais donc passer ce read là, je vais récupérer un événement qui va être affiché, et normalement cet événement là, il va l'ajouter au résultat
de ça. Donc en fait, avec ce qui existe déjà dans le texte. Donc on va vérifier. J'appuie sur 8. Ah, je vois un 8. Trop cool. 4, ça rajoute 4 derrière. Fois, ça rajoute fois derrière. Diviser, ça marche. Plus, moins, égal. Effacer, ça marche même. Trop cool. Donc, on a obtenu ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appuie sur un bouton, ça ajoute le nom de ce bouton-là à la fin du texte. Bon, malheureusement, on n'a pas envie de faire que ça. Donc maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est que, typiquement, quand on appuie sur effacer, bah, ça efface vraiment. Donc, je vais prendre juste la ligne en dessous. Si mon événement, il vaut effacer, dans ce cas-là, je fais un update, mais avec une valeur vide. C'est aussi simple que ça. Donc là, on voit que ça marche toujours. Tous les autres boutons font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire qu'ils rajoutent. Mais si j'appuie sur effacer, boum, on repart à 0. Trop bien. Donc j'ai un bouton effacer qui fonctionne. Ok, bah on continue. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va aller chercher, ça serait bien quand même que lorsque je fais égal, bah, il me calcule le résultat. Ça serait vachement cool. Donc du coup, on va faire ça. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est là-dedans, parce que là, ça fait quand même beaucoup de lignes. Donc si l'événement vaut égal, jusque-là, tout va bien. On va faire un try except. Alors ça, on va pas le mettre d'abord. On va juste faire ça pour simplifier, et après on va voir pourquoi on est obligé de faire un try except. D'abord, je vais mettre donc résultat égale eval. Alors eval, c'est une fonction en Python qui permet d'évaluer une expression comme si c'était du Python. Alors ça paraît ésotérique là, quand je suis en train de le dire comme ça, donc je vais vous le montrer. Je vais lancer directement le terminal Python, ok. Et je vais écrire expression égale 1 plus 3, ok. Donc là, si je fais expression, c'est une chaîne de caractères, ok. Donc c'est vraiment 1 plus 3, les 3 caractères mis l'un à côté de l'autre, et quand j'affiche l'expression, bah, il me retourne bien une chaîne de caractères entre guillemets, 1 plus 3. Mais maintenant, si je fais eval de expression, là, il me retourne 4. C'est-à-dire qu'il a compris que la chaîne que j'ai envoyée, il devait la considérer comme du Python, et il m'a retourné le résultat en Python de ce que ce truc-là vaut. Alors là, ça marche avec des chaînes de caractères, parce que enfin avec des additions par exemple, mais ça marche avec n'importe quelle expression de Python. C'est ça qui est important de comprendre. Je peux faire un eval de eval, enfin on peut aller super loin. C'est pas le but là, mais par exemple, je peux faire expression égale print de Toto. Ça c'est du Python, print de Toto. On a le droit de faire ça. Là donc, et ça ne marche pas parce que là il faut que je mélange. Donc ça c'est un truc à savoir. Quand vous avez des chaînes de caractères dans une chaîne de caractères, il faut différencier les séparateurs. Soit vous mettez des guillemets à l'extérieur et des simples quotes à l'intérieur, soit l'inverse. Mais vous ne pouvez pas mettre tout partout. Voilà. Donc ça marche. Là, du coup, c'est bien une chaîne de caractères, mais maintenant si je fais eval de expression, il fait print Toto. Et il m'affiche Toto. Voilà. Ça c'est un peu la magie de eval. Point important à retenir, ne jamais utiliser eval. Bah, je vous le dis, on va le faire là parce que ça va nous permettre de simplifier le travail dans un cas très précis de calculatrice. Mais dans la vraie vie, il n'y a quasiment aucun moment où il est pertinent d'utiliser eval parce que c'est très dangereux. Surtout si vous faites eval sur des choses qui sont fournies par l'utilisateur. Globalement, vous autorisez la personne qui lance votre programme à exécuter le code Python qu'il souhaite sur votre poste. Et sachant qu'avec Python, on peut faire des appels à l'OS, on peut par exemple supprimer tous les fichiers de votre disque dur, enfin ça peut aller assez loin, donc ça c'est le côté sécurité qui parle, mais eval à proscrire, là on est vraiment dans un cas où on apprend à faire un truc, et ça aurait été tellement compliqué de recoder la logique des additions, des soustractions, etc., qu'on va prendre un raccourci avec eval, mais à ne jamais utiliser dans de vrais programmes en production. Ça c'est un point très important à garder en tête, c'est très dangereux d'utiliser eval. Voilà. Là, c'est chez nous, on fait ça entre nous, sur juste des boutons sur lesquels on peut appuyer, donc le risque est plus limité. Ok, je ferme la parenthèse et je ferme du coup aussi mon terminal Python, n'est-ce pas? Ok, voilà.
Donc on va voir ce que ce truc-là fait. Donc normalement, si je fais eval de window_output.get, du coup je récupère la valeur du texte et je vais l'évaluer comme si c'était du Python. Et après, je fais un update du résultat. Je vais mettre le résultat dans mon texte. Ça doit marcher ça. Et ben voyons. Donc là, tout va bien. Je fais 1 plus 2. Allez, est-ce qu'on va réussir à avoir 3? J'appuie sur égal, il y a tout qui pète. Merde. Alors pourquoi ça a pété? Et ça a pété parce que déjà il a rajouté le égal à la fin. Donc ce truc là en Python, bah, ça veut rien dire. C'est pour ça qu'on va rajouter un petit if event différent de égal là-haut. En fait, on a envie d'ajouter le bouton à la fin de l'output que si il vaut pas égal. Alors, on veut aussi l'ajouter que s'il vaut pas effacé. Mais comme de toute façon, quand on efface tout, on s'en moque. Donc on peut juste faire comme ça. Let's go. Je relance. Allez. Allez, 1 plus 2, est-ce qu'il va y arriver? Yes. Donc ça marche. Donc là, on se dit, mais c'est trop cool. Donc ça fonctionne. Pourquoi tu nous as fait des trucs compliqués, là, try except, syntax error, blabla, machin. Ouais. Mais parce que là, j'ai été gentil avec ma calculatrice. J'ai fait ce qu'elle voulait faire. Et par exemple, je pourrais faire ça. Alors ça marche. Parce que Python, il est sympa avec moi. Bon, je vais essayer un autre truc. Ah, ça marche moins bien. Et donc là, j'ai cassé ma calculatrice. Ça a fermé le programme. Et ça, j'ai pas envie de fermer le programme. Moi, j'ai vraiment envie que lorsqu'il y a ça, bah, la calculatrice me dise, il y a une erreur. Et en pratique, comme on envoie dans eval, on voit que lorsqu'on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on récupère une syntaxe error. Ça, c'est un type d'erreur en Python. Il y a plein de types d'erreurs. Alors, je vais vous en montrer une autre. C'est rigolo. Si je fais 1 divisé par 0 et que je fais égal, là, il me fait une 0 division error. Donc, on va faire un try except. Donc, je vais d'abord faire celui-là. Donc, au lieu de juste mettre result, on va faire try. Donc, c'est un bloc un peu comme un bloc if. On essaye de faire quelque chose. Si ça ne marche pas et que ça sort une syntaxe error, alors on met result égale error. Ok? On essaie ça. Ça, c'est une manière de gérer pour les crashs, en fait, pour empêcher que votre programme crash. Donc, on va réessayer de faire la syntaxe error bizarre, là. Voilà. Ça. Ah, là, ça a fonctionné. Donc, il a bien essayé de faire ça. Ça a levé, ce qu'on appelle lever une exception, ça a levé une syntaxe error. Et il l'a catch, c'est-à-dire qu'il l'a attrapé, il a dit « Ah, syntaxe error, voilà ce qu'il faut faire. Je vais pas cracher. » Là, je vais juste dire résultat est égal à error. Et donc, tout va bien. Bon, malheureusement, là, on n'a pas traité notre 0 division error. Alors, on va vérifier quand même. Ça se trouve, ça marche. Mais vu que c'était pas la même, il y a peu de chance quand même. Allez, on essaye. Aïe. Mais du coup, on peut faire ça. Ah. J'ai la flemme de l'écrire. Voilà, hop là. Un bon programmeur est un programmeur paresseux, sachez-le. On réessaye. On divise par 0. Tac, ça marche. Donc là, j'ai traité les deux erreurs. Il y en aura peut-être d'autres. Mais s'il y en a d'autres, c'est pas grave. On traite de la même manière. On rajoute l'erreur qui nous intéresse dans le except. Alors là, on pourrait faire un except exception globale. Vous avez peut-être vu ça dans des codes, c'est dégueulasse. On n'a pas du tout envie de faire ça, parce que ça veut dire qu'on catcherait toutes les exceptions, même des exceptions auxquelles on n'a pas pensé. Et potentiellement, ça peut être gênant parce qu'on peut croire qu'on est sur une erreur de syntaxe ou sur une erreur de division par 0 ou autre, alors qu'en fait on ne l'est pas du tout. Et donc là, du coup, c'est très très dangereux parce que c'est en catchant comme ça des exceptions un peu n'importe où qu'on se retrouve avec des programmes qui ne marchent pas. Donc ça à ne pas faire. Vous êtes débutant, mais vous savez déjà ça maintenant. Ok, donc là on a quand même un truc qui a l'air de vachement bien marcher, et il nous manque pas grand chose, et en fait, en pratique, on a traité tous les cas. Là on est en main basique qui est comme le main 1, et qui est même un petit peu mieux que le main 1, parce que en fait il est capable de traiter la 0 division error, ce que moi j'avais pas fait là. Donc là on a un truc vraiment cool, et en pratique c'est une calculatrice qui est complètement fonctionnelle, il n'y a aucun souci. Alors s'il y a un petit souci en plus que je vais vous montrer, c'est que si là je tape quelque chose de très grand, en fait il y a un moment où je vois plus mon output, c'est chiant.
Et comme j'ai pas envie d'avoir ça, on va juste rajouter un petit truc de tricheur. Ici, c'est justification right. Donc c'est en gros alignement à droite. C'est tout. C'est aussi simple que ça, comme dans Word, hein. On ne fait pas des trucs compliqués ici. Là, c'est un tuto pour débutants. On est tranquille. Donc là, on va juste aligner à droite. Ouf. Je relance. Je refais la même chose. Là, vous voyez que ça fait défiler. Donc on voit bien les nombres qui sont à droite comme sur une vraie calculatrice. Ok? Voilà. Donc là, c'est très simple. Donc on a déjà réussi à faire une calculatrice qui fonctionne bien. Donc là, vous savez faire un truc cool quand même. Mais je suis pas satisfait. Moi, il me manque des trucs. Qu'est-ce qui me manque? Je vais vous montrer. Déjà, si je tape sur mon clavier, ça marche pas. Et moi, j'adore la calculatrice, j'adore l'utiliser au clavier, parce que ça va beaucoup plus vite que de cliquer sur les boutons avec la souris. Donc, du coup, ça me gêne un peu. Moi. Ma calculatrice, elle n'est pas fonctionnelle, quoi, concrètement. Concrètement, ça m'amuse pas trop. Et en plus de ça, bah, si j'ai besoin de mieux voir ou d'avoir plus de place, je peux pas la redimensionner. Elle est toute pourrie, cette fenêtre. Elle bouge pas. Donc, on va voir comment est-ce qu'on fait ça. Donc là, c'est dans le main 2 qu'on va aller voir. Ça, je vais l'ouvrir encore, comme tout à l'heure, à côté. Et on va voir un peu les différences. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute dans le main 2? Bon, là, visiblement, sur le layout, il n'y a rien qui change. Donc ça, c'est cool. Tranquille. Sur la fenêtre, par contre, il se passe des choses. Et c'est ça qui va être intéressant pour nous. Déjà, on voit un resizable true. Pas mal, ça va être intéressant. Finalize égale true. Alors ça va avec le resizable. Je ne vais pas vous détailler non plus qu'est-ce que ça fait en détail. Et return keyboard event true. Ah. Keyboard, c'est les claviers. Donc là, avec un peu de chance, si je fais juste ça, je vais avoir non seulement une fenêtre. Alors là, je devrais tout passer à la ligne et tout. Attends, j'ai pas moyen de blaquer. Ah non, c'est pas du tout ce que je veux faire. Yes, vachement mieux. Bon, j'ai juste appliqué un formateur automatique de code pour que ce soit plus lisible pour vous et pour moi également. Voilà. Comme ça, on devrait y voir un petit peu mieux. Tac, voilà. Donc, ce qu'on voit là, c'est que j'ai rajouté le resizable, le finalize, le return keyboard events. Donc c'est déjà pas mal du tout. Et donc je vais essayer de lancer pour voir si ça suffit. Alors c'est resizable, par contre quand je resize, c'est dégueulasse. Donc ça marche pas. Donc là il y a deux petits trucs à faire. Alors je vous le dis parce que c'est clairement, ça se devine pas. Il faut bind l'événement configure. Donc configure, c'est un événement qui est lié à la fenêtre avec un événement qu'on va appeler configure et rajouter, je sais pas où je l'ai mis, voilà, et rajouter, si l'événement est configure, expand les widgets. Alors, qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que ça fait? Ben, en fait, c'est très simple. Quand on fait ça, donc là, l'élément configure, c'est qu'il va être appelé à chaque fois que je vais bouger ma fenêtre. On va voir ça. Et ensuite, à chaque fois qu'on fait ça, je parcours tous les widgets dans window.elementList. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dans notre layout, finalement, ici. Et je vais les expand en X et en Y. C'est pour ça que je dis true. Et après, je fais pareil avec l'output en plus. Ok? On essaye. Alors l'output, je dis juste que je ne veux pas l'expand en hauteur, je veux l'expand qu'en largeur. C'est pour ça que je mets true largeur et false en hauteur, alors que j'ai tout mis à true avant, c'est pour écraser la valeur. On va pas rentrer trop dans le détail, mais une fois que je fais ça, alors là vous voyez, ouh là 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 là, donc là ça marche. Mais le truc c'est qu'à chaque fois voilà, que je redimensionne, c'est un configure. Donc là c'est pour ça qu'il met des configures partout. Donc c'est pas super cool. Du coup on va rajouter différentes configures dans le... Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Alors, voilà, alors là j'ai fait un truc un peu particulier, donc on va le regarder en détail, mais je pourrais déjà commencer par if event différent de égal and event différentes configures. Voilà, donc ça devrait marcher, on va réessayer. Est-ce que je peux redimensionner sans tout péter? Ouais, ça marche. Donc ça redimensionne, bon c'est pas super joli, je pourrais augmenter la taille de
de chacun des boutons, mais c'est fonctionnel. Donc allons-y. Ça fait ce qu'on veut, et on voit bien que le premier, donc la ligne en haut, ne se redimensionne pas, mais que le reste se redimensionne. Donc là, ça me permet, si j'ai besoin de taper des grands nombres, de faire comme ça. Pas super utile, mais bon, pourquoi pas. Au moins, on voit un peu comment bouger toutes ces choses-là. L'idée, là encore, hein, c'est que là, je fais une calculatrice, mais une fois que vous savez faire toutes ces choses-là, vous pouvez l'utiliser dans vos propres programmes pour faire des trucs un peu plus sympas. La calculatrice, c'est juste un petit exemple pour vous apprendre à utiliser PSimple GUI, du coup, pour pouvoir faire vos vrais programmes avec des fenêtres, etc. etc. Et de manière simple, parce qu'il y a d'autres choses, donc on peut faire par exemple du Qt, mais ça prend beaucoup de temps et c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, maintenant qu'on est là, c'est pas mal. On a bien les événements là qui s'affichent, mais ils s'affichent plus là-haut. Alors, dans le main 2, j'ai fait un truc un peu plus complexe, qui est que je n'autorise dans les événements que ce qui est dans Authorize Keys. Ça, c'est un set. J'aurais pu faire une liste, c'est pareil d'ailleurs. Le set est juste un petit peu plus efficace en mémoire. Donc là, je fais comme ça, pour que ça aille plus vite à chercher les éléments dedans. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Vous auriez pu mettre juste une liste ici avec des crochets. Et en fait, je vérifie que l'événement que j'envoie est bien dans la liste de ces événements-là, pour être sûr que je ne rajoute pas n'importe quoi à mon output là que je vais évaluer. Pourquoi? Parce on l'a vu tout à l'heure, eval, ça peut tout faire. Et comme là on autorise le clavier, on va voir ce que ça fait. C'est que là, si je tape 1, 2, 3 au clavier, j'ai 1, 2, 3. Mais le problème, c'est que si je fais, voilà, backspace, c'est dedans aussi. Si je fais ça, c'est dedans. Et donc c'est là que c'est vachement dangereux, parce que là, je pourrais faire n'importe quoi en Python. Donc là, je vais effacer, mais là, je pourrais faire, très honnêtement, je pourrais faire print de Toto. Et comme on évale le truc, si je fais ensuite égal, il va me sortir Toto normalement. Alors là, j'ai tout cassé, j'ai l'impression. Il m'a pas mis print de Toto là. Et là, il me fait bien Toto ici, mais il ne me met pas. Mais bref, là, en fait, j'arrive à exécuter du code. Donc par exemple, on va essayer un autre truc. Je pourrais écrire exit de 0, faire égal, et là, il a quitté mon programme. Vous vous rendez compte du truc? Donc là, je peux exécuter n'importe quel code. Donc il ne faut surtout pas autoriser n'importe quoi. Et comme on ne veut pas autoriser n'importe quoi, on veut juste autoriser ce qui permet d'utiliser une calculatrice. Donc on va rajouter ça. Alors là, je vais pas aller dans... Je vais peut-être pas à chaque fois copier dans main basic, on l'a vu dans le main 1, donc là on va passer direct sur le main 2, ça ira plus vite. Donc je vais expliquer les dernières petites différences parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc ça c'est Authorize Key, donc je pourrais le faire, ça marche tout pareil si je fais comme ça, je vais juste vous le mettre en liste, parce que le set c'est un peu plus compliqué à utiliser et on l'a pas encore abordé dans ce tutoriel. Donc là si je fais hop, main v2, il ne le trouve pas. Il s'appelle bien main v2 pourtant. Ah bien, un point py. Ah. Et voilà. Donc là on voit bien que si je tape au clavier, tant que c'est des chiffres ça va, mais là je suis en train de taper des lettres, vous allez l'entendre, et ben il se passe rien. Donc tant que je suis pas dans des chiffres ou ce qui est autorisé ici, il refuse l'événement. Donc ça c'est vachement cool. Donc ça c'est ce fameux if event in authorized keys, un event différent de égal. Et d'ailleurs j'ai pas besoin, il suffit que j'enlève le authorized key de égal, mais le problème c'est que si je fais ça, bah, je peux pas déclencher, enfin si en vrai non je pourrais. Donc là je peux très bien faire ça, ici, hop, enlever ça, et enlever ça, ça suffit. Parce que comme égal n'est plus dans authorized keys, ça ne marchera plus. Donc là je peux relancer, là je peux bien taper quelque chose, plus quelque chose, donc là je suis au clavier, hein. Là, je fais égal sur mon clavier et ça me donne le résultat. Donc ça marche super bien. Donc là, on a un truc qui est fonctionnel avec le clavier. Donc ça, c'est super cool. Il y a un truc aussi qu'on peut avoir envie de faire, c'est de faire ceci. Backspace. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste que j'ai tapé sur mon backspace tout à l'heure, vous avez vu que ça avait affiché backspace quelque chose. Parce que la seule chose que je dis, c'est si backspace est dans l'événement, parce que c'était backspace, 2 points, quelque chose. Donc on dit juste si ça commence par backspace. J'aurais pu mettre start with aussi, mais in ça suffit ici. Si mon événement contient backspace, qui est le nom de la touche qui permet de faire retour en arrière, je fais juste un update avec l'output ici. Donc je récupère toujours avec le get, hein, comme on a vu tout à l'heure. Mais cette fois-ci, j'utilise
mon slicer de liste pour aller chercher jusqu'à l'avant-dernier caractère. Donc c'est comme ça que j'obtiens ceci. Là, je tape sur mon clavier et après, à chaque fois que j'appuie sur retour arrière, boum, 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 je perds un caractère. Et quand je fais effacer, je perds tout. Donc ça, c'est une manière aussi d'ajouter un petit peu de choses sympas. Et c'est tout. Donc globalement, on a vu dans le V2 comment est-ce qu'on pouvait, avec ça, configurer et ce qu'on a mis aussi dans Windows, donc à savoir Resizable Finalize, comment est-ce qu'on pouvait rendre la fenêtre redimensionnable du coup. Et on a vu avec ceci, Return Keyboard Events True, et du coup Desauthorize Key, comment est-ce qu'on pouvait, même en autorisant le clavier, limiter les événements qui étaient autorisés pour garder un truc safe malgré le fait qu'on utilise eval. C'est pour ça que j'insiste, eval c'est très dangereux. Et donc du coup, là on a une calculatrice, honnêtement, qui marche méga bien. Si je fais ça, là je peux taper n'importe quoi, je peux faire fois, etc. Ensuite je vais faire égal, et ça me sort des résultats, je peux ensuite diviser par quelque chose, faire égal, etc. J'ai une calculatrice qui marche. Donc voilà, donc c'est ça que je voulais vous montrer dans ce tuto. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas du coup à liker, à commenter. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas également à le mettre en commentaire. Donc c'est juste une dernière petite vidéo pour clôturer cette série de cours pour débutants et vous permettre du coup d'avoir fait à peu près toutes les bases de Python. Donc vous avez vu toutes les bases, les listes, les dictionnaires, les fichiers, les boucles, les fonctions. Là maintenant, vous êtes capable de faire des vraies interfaces graphiques. Alors, simple, parce qu'on utilise PSimple GUI, mais des interfaces graphiques qui fonctionnent quand même. Par exemple, pour pouvoir automatiser des choses avec un ou deux clics, au lieu de devoir ouvrir un Excel, un PowerPoint ou autre, vous pouvez commencer à faire ce genre de choses. Et si l'automatisation ou la sécurité ou la programmation en général vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir continuer à suivre les vidéos. À peu près toutes les semaines, je vais mettre un nouveau tutoriel à chaque fois sur des sujets maintenant un peu plus particuliers, maintenant que la série Python pour débutants est terminée. Merci à tous pour votre attention, je vous dis à très bientôt et on se retrouve sur la chaîne pour du Python.